Bonjour, Najwa El Haïté, heureux de vous accueillir dans cette nouvelle émission de Fenech Security Talk pour Agora News, dont le thème aujourd'hui est une question: la laïcité est-elle en danger? Et qui mieux que vous, Najwa, pour en parler, puisque vous êtes d'abord avocate, vous êtes également élue maire adjointe de la commune d'Évry-Courcouronnes, et vous êtes particulièrement une défenseur, on peut dire, de la laïcité, une spécialiste d'ailleurs de ces questions de laïcité. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Laïcité et République, aux éditions L'Harmattan, donc en 2019. Voilà, alors est-ce qu'on peut dire, et d'ailleurs j'ai constaté qu'il y a un de vos chapitres qui s'intitule « La laïcité en danger ». Donc c'est que quelque part, vous aussi, vous estimez qu'il faut être vigilant sur ce qui est un principe fondateur de notre République. La laïcité est-elle en danger, véritablement? Alors, à titre préalable, déjà, je tiens à vous remercier pour votre invitation, Georges Fenech. Donc, est-ce que la laïcité est en danger? Je pense que oui. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, dire également qu'elle est mal comprise. Alors, justement, donner une définition. Eh bien, pour être simple et sans rentrer dans du jargon juridique, la laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, et la limite, c'est l'ordre public. Donc il y a une liberté aussi fondamentale que contient la laïcité, c'est la liberté de conscience. Et donc c'est à première vue, c'est une définition qui est compréhensible, qui est simple, mais certains utilisent la notion de laïcité pour pointer du doigt, ça peut arriver, une religion en particulier, mais je pense qu'on y viendra. Mais là, on assiste, et l'actualité nous le prouve, l'actualité politique, à une instrumentalisation de ce principe pour des raisons politiques également. Justement, dans votre définition, être complété en disant qu'il s'agit aussi d'un principe de séparation des églises et de l'État. Oui, ça c'est en effet une des bases, séparation de l'Église et de l'État, qui se fonde sur la loi de 1905. Mais il faut savoir que dans cette loi, le principe de laïcité, le mot laïcité n'apparaît jamais. Donc la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État est un principe juridique avant tout, qui organise l'exercice des cultes, puisque l'État est garant de l'égalité d'exercice entre les différents cultes présents sur le territoire français. Donc la laïcité, ça ne veut pas dire qu'on ignore les religions, ça veut dire que justement on permet aux religions de pouvoir s'exercer en réalité. De manière égalitaire. Vous avez raison, parce que souvent il y a des élus qui m'interpellent, puisque vous rappeliez que je suis également élu, qui m'interpellent en disant est-ce qu'on a le droit d'aller, de nous rendre à une messe, une messe organisée à l'église, mais en tant qu'élu? Mais bien sûr, il ne s'agit pas d'ignorer les religions. La loi de 1905, elle ne pousse pas à les ignorer. Mais voilà, c'est un principe d'égalité, de liberté aussi, parce que je vous parlais de la liberté de conscience. C'est également un principe de liberté, d'égalité, d'une certaine manière de tolérance. Donc, quand ces élus m'interrogent sur cette question-là, bien sûr, quand ils sont invités par le prêtre ou par l'imam, ils peuvent s'y rendre. Ils peuvent s'y rendre sans problème, parce que il ne s'agit pas, quand on parle de séparation des églises et de l'État, c'est comme disait Victor Hugo, l'Église chez elle, l'État chez lui, mais on n'est pas dans l'ignorance. C'est ça. Vous avez suivi l'actualité, puisque Marlène Schiappa, la ministre de la Citoyenneté, a lancé un grand débat sur les états généraux de la laïcité. Que vous inspire cette initiative? Moi, je trouve que c'est une bonne initiative, parce qu'on ne débat jamais assez de la laïcité. Vous disiez qu'elle est
méconnu dans sa définition. Donc on vient d'en donner une qui se base sur un texte, mais la laïcité, elle existe aussi dans d'autres textes internationaux, et notamment la Convention européenne des droits de l'homme, concernant cette liberté religieuse, cette liberté de conscience. Pour revenir aux États généraux, eh bien, je trouve que c'est une bonne initiative parce que ça permet de comprendre ce qu'est la laïcité. Parce que souvent aussi, certains ajoutent un adjectif à la laïcité. La laïcité n'a pas besoin d'adjectif. La laïcité, elle est claire. On parle de laïcité positive. Oui, on parle de laïcité positive, de laïcité active. Non, la laïcité, elle n'a pas besoin d'adjectif. Elle est claire par rapport notamment à la définition que je viens de vous donner. Il s'agit de la respecter, de la faire appliquer, et puis de ne pas l'instrumentaliser pour des raisons politiques. Alors, si on rentre un peu plus dans le concret de ce que veut dire la laïcité au quotidien, il faut réaffirmer le grand principe de la neutralité de l'agent public. Complètement. C'est-à-dire que l'État se doit d'être neutre, et ses agents. On parle de l'État, mais on peut parler également des collectivités locales. Vous êtes agent public, vous ne devez pas manifester une appartenance religieuse, d'où le principe de neutralité. Pas de signe ostentatoire. Pas de signe ostentatoire, pas de kippa, pas de foulard, pas de croix visible. Pourquoi je dis pas de signe ostentatoire? Parce que là aussi, hein, le terme d'ostentatoire est à définir. C'est-à-dire que vous pouvez porter, non pas pour l'agent public, mais là je pense, et on y viendra, à la loi de 2004 qui interdit le port des signes religieux, mais là vis-à-vis de l'usager, mais on y viendra, ce port, il n'est pas interdit pour les élèves, il doit être discret. Par contre, concernant l'agent public, oui, il y a une neutralité stricte, pas de manifestation d'appartenance religieuse. Donc ça s'applique aux agents de l'État, mais aussi aux agents des collectivités locales, c'est-à-dire des agents qui travaillent au sein des départements, des conseils régionaux, des mairies. Et on peut compléter le sujet en rappelant que la dernière loi dite de séparatisme, pour renforcer les principes républicains, a étendu et a inscrit dans la loi la neutralité également dans les entreprises qui sont délégataires de services publics, comme par exemple les entreprises de transport, RATP, SNCF. Exactement. Donc ce projet de loi confortant les principes républicains qui est en lecture au Sénat, puisqu'elle a été, elle a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, eh bien, conforte ce principe de neutralité des agents qui travaille dans une entreprise privée, mais qui est délégataire, comme vous le disiez, d'un service public. Donc, vous citiez en effet l'exemple de la SNCF, de la RATP. Donc, ce projet de loi conforte ce principe-là, qui était appliqué, mais qui n'était pas inscrit dans la loi. Mais d'accord, mais alors, si l'agent public, lui, doit observer la stricte neutralité, est-ce qu'un usager du service public, par exemple une femme, rentre avec un voile dans une mairie ou bien dans un hôpital, ou est-ce qu'elle a le droit? Est-ce qu'elle doit observer une neutralité? Non. Non, c'est ça. Souvent on confond, mais exactement, en fait, l'usager n'est pas soumis à cette règle. C'est vrai que souvent on confond, c'est-à-dire que là, ce qui est clair, et c'est la loi qui le prévoit, c'est que l'État est neutre ainsi que ses agents, mais l'usager du service public n'a pas à être neutre. C'est-à-dire que un monsieur qui souhaiterait rentrer dans une mairie avec sa kippa, ou une femme qui souhaiterait rentrer voilée, on ne lui impose pas cette neutralité. Je vous parlais des écoles. La loi de 2004 interdisant les signes ostensibles à l'école s'applique à l'usager. Et ça, c'est une exception. Oui. C'est une exception à la règle. Pas de voile à l'école. Pas de voile à l'école, pas de signes religieux ostensible. Je vous parlais de signes discrets. Un élève qui a une petite croix ou une petite main de Fatma, mais qui est discrète, qui est en dessous d'un t-shirt, il le peut, mais il faut que ce soit discret. Donc il ne s'agit pas de signes ostensibles à l'école, puisque c'est interdit. Mais vous voyez, c'est une exception à la règle.
Parce que la règle, le principe, c'est que ce principe de neutralité ne s'applique pas à l'usager. Oui, mais alors, on va se poser aussi une question qui fait plus polémique, quand vous évoquez le cas de l'école, c'est la question des accompagnatrices périscolaires. Certains voudraient appliquer aussi la neutralité des accompagnatrices, qui, rappelons-le, ne sont pas des enseignants attachés, dépendants de l'éducation nationale, mais qui sont bénévoles, des accompagnatrices. Est-ce que, d'après vous, il faudrait aussi étendre cette neutralité aux accompagnateurs ou accompagnatrices ? Moi, je suis assez partagée et je m'explique. Donc, c'est vrai qu'on a eu ce débat à l'Assemblée nationale. Enfin, moi, je les ai suivis en tous les cas avec intérêt. Et souvent, des députés ont souhaité faire passer des amendements là-dessus en disant, eh bien, le parent accompagnateur se doit d'être neutre également et de ne pas manifester son appartenance religieuse, puisque la sortie scolaire est une extension du temps scolaire. C'est ça. Mais une fois que j'ai dit cela, il y a des quartiers, et là je vais parler de quartiers ghettoisés. Vous avez des mamans voilées qui sont les seules dans certains quartiers ghettoisés, à être libres pour accompagner, ou même dans certains quartiers, vous avez un certain communautarisme où là, les sorties scolaires les parents, et là je pense aux femmes voilées, eh bien, ne sont disponibles pour accompagner leurs enfants. Et donc c'est là où, j'allais dire, mon avis est tranché, parce que là on fait quoi de ces mamans-là? Ces mamans-là, elles sont la plupart du temps impliquées. Là c'est l'élu qui parle, c'est pas l'avocate, c'est pas la juriste, c'est l'élu qui parle. Et ces mamans-là, c'est elles qui sont les plus investies dans la réussite de leurs enfants. Et j'insiste sur le fait que dans ces quartiers, il y a une ghettoisation. Et si on leur interdisait d'être accompagnatrices, elles ne pourraient pas... c'est ce que vous êtes en train de dire. Et pourtant, ce serait difficile pour elles Ça peut sembler paradoxal avec ce que vous écrivez, puisque vous écrivez que la laïcité, elle est mise en danger par le phénomène du communautarisme, justement. Oui, non, mais c'est très juste ce que vous dites. C'est vous qui l'écrivez. Non, mais c'est très juste, c'est-à-dire qu'il s'agit de lutter contre le communautarisme. Mais une fois qu'on a dit ça, la réalité, elle est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire ça fait des années il y a des quartiers qui sont ghettoisés. On parlait de mixité sociale, et bien dans certains quartiers, la mixité sociale n'existe pas. Et bien, quand vous avez ces femmes voilées qui se proposent pour accompagner leurs enfants, il est difficile de refuser. De refuser cette sortie-là à ces femmes. Donc c'est là où je vous dis, moi je n'ai pas une réponse tranchée, parce que loin de là le fait de prôner le voile. Moi j'estime que le voile est un emblème de soumission. D'ordre patriarcal, ça je ne change pas d'avis là-dessus. Néanmoins, vous avez des femmes voilées à qui on impose le voile aussi dans ces quartiers-là. Et la sortie scolaire, où vous avez ces mamans qui sont investies, qui ne sont pas des militantes politiques, puisque j'en ai croisé, eh bien, c'est une manière aussi pour elles de s'investir dans la réussite de leur enfant et de s'intéresser à ce que font leurs enfants dans le cadre scolaire. Et j'ai rencontré ces mamans-là. Je vais vous raconter une anecdote et vous allez voir pourquoi je dis cela, et mon avis n'est pas tranché. Il ne s'agit pas de défendre le voile. Quand j'étais adjointe au maire à la culture, on avait organisé une sortie pour des habitants d'Évry-Courcouronnes. À l'époque, c'était Évry, puisqu'on n'était pas encore fusionné avec Courcouronnes. Et vous aviez deux femmes voilées qui s'étaient inscrites à une visite pour découvrir Notre-Dame de Paris. Donc deux femmes voilées s'inscrivent. Elles étaient ravies de visiter la cathédrale Notre-Dame avant qu'elle ne soit brûlée. Et elles sont revenues de cette visite, et autant vous dire qu'elles ont retrouvé leur quartier. Et elles ont été considérées comme deux femmes qui avaient trahi leur religion.
qui avaient trahi leur religion. Alors que, autant vous dire, elles sont venues s'en émouvoir auprès de moi. Et autant vous dire que ces femmes voilées ne sont pas des militantes politiques. Il y a des militantes politiques qui portent le voile, mais ces femmes-là n'en faisaient pas partie. D'une certaine manière, eh bien, le fait de porter le voile, elles le font suite à des pressions qui existent du quartier. Donc c'est pour ça que je parlais de quartier ghettoisé. Certaines femmes, hélas, n'ont pas le choix. Et c'est pour ça que je vous dis, dans votre, par rapport à votre question, c'est pas une réponse qui, de ma part, est positive ou négative. C'est pas aussi tranché, parce que je vois aussi cette réalité du terrain qui fait que il s'agit pas de défendre le voile, mais par rapport à ces femmes qui veulent, au contraire, s'investir dans la réussite de leurs enfants, mais aussi qui sont attachées à la culture française, eh bien, le voile est imposé aussi par ce quartier-là. Et j'ai pas la solution par rapport à ces femmes-là qui souhaitent s'en sortir et qui aiment la France. Vous avez plutôt une position, disons, pragmatique. Oui, pragmatique, mais c'est pas pour autant que je défends en effet le voile. Mais en tout cas, la question a été momentanément, en tout cas, réglée par le projet de loi séparatiste, puisque le gouvernement et Mme Schiappa n'ont pas voulu remettre dans la loi ce débat sur les accompagnatrices. Donc on ne légifère pas sur cette question-là. Donc en l'état actuel du droit, les accompagnatrices peuvent être voilées. Elles le peuvent. Et puis, un parent qui souhaiterait mettre la kippa et accompagner en sortie scolaire son enfant, il le peut également. Parce que c'est vrai qu'on focalise sur le voile, mais il y a d'autres religions qui ont des manifestations vestimentaires. Et donc, oui, la loi ne l'interdit pas aussi à un parent qui souhaiterait, de confession juive, qui souhaiterait accompagner son enfant et porter la kippa. Alors, donc voilà, c'est pas que le voile. On a largement parlé du voile dans le service public. C'est la fin de notre première partie. Deuxième volet de cette émission consacrée à la laïcité. Est-ce que la laïcité est en danger? Il y a aussi la question, chère Najwa Laïté, de la laïcité, le respect de la laïcité dans les entreprises privées. Et parmi nos internautes, nous avons beaucoup de chefs d'entreprise qui nous suivent et qui peuvent peut-être se poser des questions. Alors, dans une entreprise, comment on gère le fait religieux? Parce qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus de volonté de tenir compte de son appartenance religieuse pour des horaires, le travail, et notamment les prières, les fêtes. Qu'est-ce que vous pouvez... Alors là, peut-être c'est votre casquette d'avocate, cette fois, qui vous pouvez remettre. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe un problème de fêtes religieux dans les entreprises privées, d'abord? Alors c'est très juste, Georges Fenech, les mots ont un sens, et vous parlez de manifestations de faits religieux. Souvent, certains évoquent l'application de la laïcité en entreprise. Non, la laïcité s'applique dans le cadre du service public. La laïcité ne s'applique pas en entreprise. Après, j'y viendrai par rapport à la loi El Khomri qui a été votée en 2016 et qui a fait des propositions sur le fait religieux en entreprise, parce que on constate un phénomène, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de salariés qui souhaitent afficher leurs convictions en entreprise, mais ils le peuvent. Conformément à la liberté de conscience. Le salarié ne s'impose pas au salarié le principe de neutralité en entreprise. La liberté de conscience, je le rappelle, est une liberté fondamentale, sanctuarisée, sacralisée, qui peut s'appliquer parfaitement dans l'entreprise. Sauf que cette liberté de manifestation religieuse peut rencontrer des limites qui sont liées, et là l'employeur peut le prévoir, liées à des questions de sécurité, des questions d'hygiène, et également des questions qui relèvent du fonctionnement d'entreprise. Du fonctionnement d'entreprise. Des horaires. Voilà. Exactement. Donc voilà, c'est faux de dire la laïcité doit s'appliquer en entreprise. La laïcité, elle relève du service public. Une fois que j'ai dit ça,
c'est vrai qu'il y a un phénomène où il y a de plus en plus de salariés qui souhaitent manifester leurs convictions religieuses et ça peut poser quelques problèmes en termes de management et de fonctionnement au sein de l'entreprise. Et c'est pour ça que le législateur s'est saisi en 2016 de ce problème. La loi El Khomri. Exactement. Parce que on a vu qu'il y avait des entreprises qui ont été par moments un peu débordées par ce phénomène-là. Donc loi El Khomri de 2016 qui permet au règlement intérieur un principe d'imposer aux salariés un principe de neutralité plutôt et de restriction de manifestation de ses convictions religieuses. Règlement intérieur qui, je vous le rappelle, a une valeur juridique. Oui, mais ça va à l'encontre du principe de la liberté de conscience. Oui, mais quand ce règlement... Donc il s'agit pour l'employeur d'informer donc, le salarié de l'existence de ce règlement intérieur. Bien sûr que ça va à l'encontre de la liberté de conscience, mais il s'agit aussi de mettre en avant et en exergue aussi le bon fonctionnement de l'entreprise. Et ce règlement intérieur, dans sa rédaction, et c'est pour ça, vous disiez que parmi votre public, il y a des chefs d'entreprise, la rédaction de ce règlement intérieur doit être faite, mais de manière précise. Argumentée, de manière équilibrée. Équilibrée parce qu'il ne s'agit pas de pointer du doigt une religion plus qu'une autre. Donc il s'agit vraiment de rédiger ce règlement intérieur de manière générale, de manière non discriminatoire. Donc moi, je conseille d'ailleurs les chefs d'entreprise de se faire assister par leur direction juridique quant à la rédaction de ce règlement intérieur qui peut être attaqué par des employés qui se sentent plus ciblés de par leur appartenance religieuse que d'autres. Donc la rédaction de ce règlement intérieur doit être vraiment fait avec précision, équilibre, c'est extrêmement important, et peser dans les mots pour pas qu'il y ait une discrimination sous-entendue. Ça s'applique à tous les salariés. Donc. Oui, elle doit s'appliquer à tous les salariés, quelles que soient ses convictions religieuses ou appartenances aussi philosophiques, puisqu'on parle de religion, mais et dans l'hypothèse où il n'y a pas de règlement affiché sur cette question-là dans l'entreprise, que se passe-t-il si un salarié affiche ostensiblement son appartenance? Il le peut. Il le peut. Il le peut. Il le peut. Alors, avant que d'ailleurs, et là c'est vrai que... Le chef d'entreprise ne peut plus rien lui dire, parce qu'il n'y a pas de règlement intérieur. Si, je rappelais le fait que l'employeur peut limiter, mais limiter donc le port de signes ostensibles, un foulard ou une kippa, pour des raisons d'hygiène, je vous le disais, pour des raisons aussi de santé publique. On a eu le cas... C'était un arrêt, d'ailleurs, je l'évoque dans ma thèse, c'était une infirmière qui souhaitait porter un voile, c'était une clinique privée, on n'était pas dans le cadre d'un hôpital, donc du service public, mais c'était une clinique privée, elle souhaitait porter le voile au sein de cette clinique privée. Eh bien, l'employeur donc, lui a interdit. Elle a estimé que c'était une discrimination par rapport à ses convictions religieuses. Autant vous dire que c'est allé très loin. C'est-à-dire que dans un premier temps, toutes les voies de recours ont été épuisées en France et c'est allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Eh bien, elle a perdu. Pour quelle raison? Parce que l'employeur, dès le début, l'a informé que pour des raisons d'hygiène et de santé publique, donc liées à la santé aussi du patient, elle ne pouvait pas porter son voile. Et donc, on revenait aux conditions de fonctionnement au sein de l'entreprise. Eh bien, oui, il y a des règles de fonctionnement qui touchent à la sécurité, à l'hygiène, à la santé. On parlait de cette clinique privée. Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a tranché en faveur de l'employeur privé. Et donc, en cas de non-respect de cette règle,
ça pourrait éventuellement justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Exactement. Oui, qui serait la l'employeur. D'ailleurs, cette femme, donc on parle de cette infirmière qui travaillait dans cette clinique privée, ça peut être une autre entreprise privée. Hein. Je parle de cette clinique, mais ça peut être un groupe ou une entreprise privée qui est confrontée à un salarié qui souhaite manifester ses convictions religieuses par une tenue vestimentaire. Eh bien, pour les raisons que j'évoquais liées à la sécurité, à la santé, à des conditions d'hygiène, eh bien, à partir du moment où l'employeur a dès le début informé que ça n'allait pas être possible, eh bien, il peut licencier. Il peut licencier, procéder à une procédure de licenciement conformément au droit du travail, avec les règles qui vont avec, au licenciement de son salarié. Donc, cette infirmière, elle a été, en effet, je reviens à mon infirmière, licenciée pour faute. C'est ça. Pour faute, parce que dès le départ, l'employeur a dit votre voile, ça va pas être possible de le porter pour des questions d'hygiène. Elle est allée outre. Il y a eu une procédure de licenciement en règle. Et donc, elle a été licenciée pour faute. Sauf que quand elle a saisi les différentes juridictions en France, elle a été déboutée, elle a perdu. Eh bien, c'est allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Là encore, elle a été déboutée, conformément aux raisons que je vous ai données. Très bien, nous arrivons déjà au terme de notre émission, mais nous allons d'abord, comme c'est la tradition de cette émission, prendre 2-3 questions de nos internautes. Alors, nous allons découvrir ces questions. Première question qui s'affiche sur l'écran. Est-ce que affirmer que la laïcité est dangereuse en France n'est pas juste pointer l'islam du doigt? C'est vrai qu'on n'a pas évoqué l'islam, même si on a beaucoup parlé du voile, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de cibler une religion ou de discriminer une religion, en quelque sorte? Alors, on parlait du projet de loi confortant les principes républicains. Donc, ce projet de loi, il ne vient pas par hasard. La France a été ensanglantée et endeuillée suite à des attentats terroristes, islamistes. Donc, les mots, là encore, ont un sens parce qu'il ne s'agit pas de mener la guerre contre une religion, l'islam, mais de mener la guerre contre les ennemis de la République, que sont l'islamisme, mais on peut parler, vous le savez mieux que moi, des dérives sectaires, puisque ce projet de loi confortant les principes républicains cible l'islamisme, mais aussi toutes les dérives sectaires qui peuvent être aussi un danger pour la République. Donc, est-ce que cela cible l'islam? Non. Non, l'islamisme, oui. L'islamisme qui est un véritable danger pour la cohésion nationale, en matière aussi de sécurité. Oui, donc il s'agit de mener la guerre à l'islamisme. Un caractère politique qui voudra imposer... C'est l'islam politique qui souhaiterait imposer la loi religieuse... Avant la loi républicaine. Avant la loi républicaine. D'accord. Donc autant vous dire que ça pose problème. Donc on ne cible pas à travers cette loi une religion, mais les dérives d'une manière générale de toutes les religions, en fait. Oui, oui, c'est toutes les religions qui sont ciblées dans leurs dérives dangereuses. Deuxième question de nos internautes. Pourquoi existe-t-il une laïcité à la française inconnue dans la plupart des pays? Les Américains, les Britanniques ne comprennent pas ce principe qui fonde notre République. Comment se fait-il qu'il n'y a que la France qui défende avec autant de conviction ce principe? C'est vrai qu'on y est attaché. La France, ce principe de la laïcité vient d'une histoire, là aussi, où beaucoup de sang a coulé. Des débats aussi à l'Assemblée nationale ont été extrêmement virulents par rapport à des tenants d'une laïcité, j'allais dire, libérale, et une laïcité anti-religion. Donc moi, je pense que la laïcité dont on hérite aujourd'hui est une laïcité vraiment équilibrée qui donne toute sa place aux religions, à l'exercice des cultes, mais aussi toute sa place aux citoyens qui ne croient pas. Absolument. Agnostiques, athées. Donc voilà, c'est ce qui fait que nous vivons ensemble. Après, on parlait de la laïcité à la française inconnue dans la plupart des pays. C'est vrai que là aussi, nous avons une définition de la neutralité qui est particulière. On parlait de la neutralité de l'État
et de ses agents publics. Eh bien, vous avez des pays qui disent, mais nous aussi, nous avons une laïcité que nous appliquons, où il y a une neutralité, mais la neutralité plus comprise comme l'égalité entre toutes les religions. C'est-à-dire qu'au Canada, vous avez des agents publics qui peuvent porter un signe religieux. Oui. Mais il s'agit pour l'agent public au Canada, puisque je parle de ce pays, de ne pas faire du prosélytisme. Donc il peut porter une kippa, il peut porter, si c'est une femme, un voile, mais ne pas faire de prosélytisme. Et donc être neutre. D'accord. Nous allons prendre dans son comportement, j'allais dire. Une dernière question, parce que le temps a bien tourné. Que peut-on mettre en place dans les territoires perdus de la République, écoles, quartiers, etc. Alors ça, c'est un vaste programme qui d'ailleurs fait l'objet de la loi séparatisme, aussi bien dans les écoles que dans les hôpitaux, les cantines. Donc il y a une action véritable sur le terrain. Vous qui êtes élu d'Évry-Courcouronnes, vous devez voir ce problème au quotidien. Alors le rôle de l'école est fondamental. Il est fondamental parce que c'est là où on forme les futurs citoyens. C'est là où l'émancipation aussi sociale est prégnante et doit concerner bien tous les élèves, quelle que soit leur appartenance religieuse ou pas d'ailleurs. Et donc, quand on parle de territoire perdu de la République, moi, ça me gêne. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun territoire perdu au niveau de la République. Il s'agit de les reconquérir. Et c'est pour ça que je disais que l'école joue un rôle fondamental, parce que l'école, c'est aussi le savoir. Et donc, le savoir ne doit pas être rentré dans un rapport de force avec les convictions de chacun. Et donc, il faut sanctuariser l'école de tout rapport de force lié à la religion, lié aussi à des convictions philosophiques aussi ou politiques. Donc, vraiment, ce qui est fondamental, c'est de sanctuariser cette école. On n'a pas aussi parlé de la formation des enseignants, qui est fondamentale là encore. Parce que la laïcité, il faut savoir aussi, vous le disiez très justement, savoir de quoi on parle. Donc il s'agit aussi de former les enseignants aussi à cela. Nous, à Évry-Courcouronnes, puisqu'il faut aussi citer des exemples concrets, nous avons non pas formé des enseignants, puisque ce n'est pas le rôle de la mairie, mais nous avons formé nos agents publics à ce qu'est la laïcité. Nous avons aussi formé les familles à ce qu'est la laïcité, pour dire que la laïcité, en fait, permet de vivre ensemble. La laïcité n'est pas un principe juridique anti-religieux, mais bien au contraire. Il permet, au contraire, d'exercer son culte en toute liberté, en toute égalité. Et c'est ce qui fait que c'est un bien précieux, la laïcité. Mais il s'agit de faire beaucoup de pédagogie là-dessus. Et donc, c'est pour ça que je me réjouis, je reviens là-dessus, je me réjouis de ces états généraux organisés par la ministre déléguée à la citoyenneté, parce qu'il s'agit d'expliquer et aussi de recréer de la cohésion sociale auprès de ce principe qui nous est cher. Ben voilà un mot de conclusion, puisque nous arrivons au terme de cette émission. Vous nous dites que la laïcité est un bien précieux, qu'il faut protéger et qu'il faut rappeler sans cesse quelle est sa signification. Et c'est ce que vous efforcez de faire, notamment à la mairie d'Évry-Courcouronnes. Merci beaucoup, Merci à vous, Joël Haïté, de tous ces éclaircissements absolument passionnants. Merci beaucoup. Voilà, notre émission se termine. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission de Fenech Security Talk. Au revoir.